bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine consacrée au Gabon, le dossier du jour s'intéressera au bilan du président Ali Bongo, candidat à sa propre succession. Et puis élection dans le calme pour le Bénin ce dimanche, le Bénin qui s'apprête à désigner un nouveau président. Et puis à la reprise du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre ivoirien et son ancien bras droit. Grande première, l'audition d'un témoin à visage découvert. Il s'agit de celui qu'on surnomme Sam l'Africain. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en débattre justement. Il s'agit de nos éditorialistes avec à ma gauche Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Mireille, bonsoir à tout le monde. Et puis à ma droite, Samuel Gambok. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. C'est une élection sans encombre pour le Bénin, malgré quelques petites irrégularités identifiées. Le premier tour du scrutin présidentiel s'est déroulé dans le calme et l'apaisement. Un jeu démocratique en bonne et due forme pour ce pays d'Afrique et qui prouve encore une fois sa maturité. C'est un sujet qui nous a été préparé par Mokhtar Bari. Au Bénin, ce sont 4 746 348 électeurs qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir le successeur du président Boni Yayi. Cette élection a fait l'objet de toutes les attentions de la communauté internationale. Les observateurs électoraux venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique étaient présents à ce scrutin. Le peuple béninois a donné une grande leçon de démocratie à l'Afrique. Les gens sont venus voter, c'était une véritable fête. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous parcourez les rues, les parents étaient là avec leurs enfants, parés de leurs plus beaux habits. C'était comme si c'était une fête. Les observateurs ont sillonné les bureaux de vote, vérifié les procédures et discuté avec les représentants des candidats. À la fin du scrutin, ils ont assisté à la clôture des bureaux et au dépouillement. Avant le scrutin, les missions d'observateurs ont rencontré les différents candidats en lice pour les appeler à plus de retenue. Les chefs de mission d'observateurs ont aussi rencontré la Commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation de l'élection. Comparativement à d'autres pays ou à d'autres moments, il n'y a pas eu de violence verbale tranchée d'un candidat à l'autre. La HAC avait fait circuler, signé par l'ensemble des candidats, ce code de bonne conduite. Et même les candidats que nous avions pu rencontrer avant le jour du scrutin, nous avons été impressionnés positivement par la hauteur de vue de la plupart d'entre eux. Près d'un millier d'observateurs internationaux sont répartis sur l'ensemble du territoire pour une bonne tenue du scrutin. Ils saluent la maturité du peuple béninois et appellent au calme après le vote. Jean-Marie, comment appréciez-vous le déroulement du scrutin présidentiel au Bénin ? De mon point de vue, ça ne peut être qu'une appréciation positive, puisque on a suivi la campagne électorale. C'était vraiment une fête comme un des commentateurs le disait, et il était observateur en même temps sur le terrain. Donc on a vu la quintessence de la démocratie béninoise jouer son plein, parce que le Bénin, je pense qu'il reste toujours parmi les pionniers, parce que quand on parle des histoires, si vous voulez, des conférences nationales, ils ont été les premiers, donc ils ont quand même eu de l'avance par rapport à d'autres pays. C'est vrai que vous avez pas mal de pays qui progressent en Afrique, mais là, spécifiquement, on s'aperçoit que sur la scène politique béninoise, tous les candidats se sont comportés de manière relativement claire et transparente. Et les conditions dans lesquelles sont déroulées les élections sont des conditions qui sont incontestablement les meilleures qu'on puisse trouver. C'est-à-dire toutes ces dernières années-ci en Afrique, nous voyons des élections qui se déroulent dans tous les pays avec une démocratie relativement transparente. Et c'est ce qui se passe au Bénin. Donc je pense que je souhaite tout simplement bonne chance aux vainqueurs des élections parce que c'est une bonne... Vous avez parlé de maturité là tout à l'heure, Amira, et c'est comme ça que nous aimons voir l'Afrique. Oui, Samuel, plus de peur que de mal. On a eu quelques appréhensions, on a eu des doutes au vu des cafouillages dans la distribution de cartes d'électeurs et au vu des retards dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Finalement, ça s'est très bien passé, on peut clairement le dire. Oui, finalement, ça s'est très bien passé. Je pense que le processus, aucun processus ne peut se dérouler sans dysfonctionnement mineur. On peut relever quelques dysfonctionnements mineurs, mais la plus grosse inquiétude, vous avez parfaitement raison, c'était au niveau de la distribution des cartes. Et je pense aussi que la responsabilité avec laquelle cette question a été gérée par les responsables de la commission électorale
est à saluer aussi. Il faut voir le comportement des acteurs politiques qui ont adhéré aux solutions qui ont été adoptées dans l'urgence, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas de nouvelles cartes d'électeurs pouvaient voter avec les anciennes cartes d'électeurs et ceux qui n'avaient pas de carte d'électeur pouvaient aussi voter avec leur pièce d'identité. Tout cela se passe dans la transparence et aussi la confiance que les acteurs politiques ont entre eux et ont envers les électeurs et ont aussi surtout envers les responsables en charge de l'administration des opérations électorales. Jean-Marie, pour l'instant, rien d'officiel sur les deux candidats qui se retrouveront en second tour, bien qu'une tendance semble se dégager. On ne va peut-être pas parler de cette tendance, mais plutôt évoquer les priorités de celui qui sera élu, de ses chantiers lors de ses 100 premiers jours. C'est vrai que, comme la plupart des pays africains, tous les pays africains, si vous voulez, veulent aller vers l'émergence. Donc la première des choses, c'est de mettre en place un cadre qui permette aux acteurs économiques, premièrement, de pouvoir, puisque là, il n'y a pas de doute au niveau politique. Au niveau politique, la scène politique béninoise est relativement bien installée aujourd'hui. Donc, le nouveau candidat, je pense qu'il aura relancé l'économie, si vous voulez, béninoise, qui est un peu atone en ce moment, et essayer d'aller vers des priorités, parce que, il me souvient que, j'ai vu un reportage sur lequel... quand on parle du secteur agricole, qui est le secteur prioritaire de tous les États africains, c'est un secteur sur lequel, les critiques de l'opposition allaient vers quoi? Allaient vers le fait que les stratégies agricoles qui ont été mises en place n'étaient pas des stratégies agricoles qui privilégiaient les avantages, si vous voulez, naturels du Bénin, en mettant en avant beaucoup plus des produits d'exportation. Et chaque fois qu'on parle du Bénin, on parle uniquement beaucoup plus du coton, mais on oublie que le Bénin a une autre richesse agricole, et cette richesse agricole-là, apparemment, elle n'aurait pas été mise en valeur par le gouvernement précédent. Et je pense que les gens de l'opposition ont mis le doigt là-dessus et je pense que ça devrait être la priorité. Parce que, vous savez, dans nos États africains, il y a une chose qui est essentielle, c'est de pouvoir privilégier l'autosuffisance alimentaire de nos États. Parce que vous ne pouvez pas avoir un État qui puisse se développer si vous n'avez pas un bon secteur, si vous voulez, agricole, qui permet à la population de se nourrir correctement. Et le reste, ça suit après. Le reste, ce sont les priorités. Vous n'avez pas un bon secteur, si vous voulez, agricole, qui permet à la population de se nourrir correctement. Et le reste, ça suit après. Le reste, ce sont les priorités non seulement économiques, scolaires, l'éducation, la formation et tout ce qui s'ensuit. De ce point de vue-là, le Bénin est relativement bien placé. Donc je pense que le président qui sera élu connaît les priorités essentielles pour le pays, pour le Bénin aujourd'hui. Et le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé a repris ce lundi 7 mars devant la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye, après plus de 2 semaines de suspension. Et c'est la première fois qu'un témoin s'exprimait à la barre à visage découvert. Les détails avec ce sujet qui nous a été préparé par Olivia Yéré-Dobré. Un 5e témoin de l'accusation appelé à la barre dans le procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Le procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, poursuivi pour crimes contre l'humanité, a repris ce lundi 7 mars 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Gigi Sam, alias Sam l'Africain, dont l'identité avait été révélée par inadvertance lors d'un huis clos partiel, comparaît à visage découvert. Cet ancien soutien de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo et actuel président de la Nouvelle Alliance de la Côte d'Ivoire pour la Patrie, une formation politique créée en 2012, s'est dit prêt à révéler au monde la vérité sur la crise en Côte d'Ivoire. La vérité de la crise de Côte d'Ivoire. Quelle est la base? Où est venue cette crise? C'est ça il faut expliquer. Et c'est ce que le monde veut savoir. Peut-être on n'a pas su la gérer et ça a engendré trop de morts et trop de victimes. Mais la crise est venue de quelque part. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Et aujourd'hui, moi, je souhaiterais quand même, pour le respect, je dis bien pour le respect de toutes les victimes, sans partenance religion ou sans partenance du Nord ou du Sud, parce que ce sont des Ivoiriens qui ont été victimes peut-être de notre naïveté et de notre façon de faire la politique. Et ici, il faut dire la vérité pour que le monde sache vraiment qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui est arrivé.
138 témoins et 10 000 pièces à conviction seront présentées par l'accusation durant ce procès historique. La vigilance reste de mise du côté de la Cour pénale internationale après la diffusion par erreur des noms de 4 témoins de l'accusation lors de la 2e semaine d'audience en février 2016. En ce qui concerne donc les témoins qui rentreraient ou qui sortiraient du prétoire avant les juges, la Chambre est d'accord avec tous les arguments présentés par l'accusation et par les autres parties d'ailleurs. Au vu de l'article 68.1 du statut, la Chambre s'est engagée à s'occuper correctement du témoin qui doit comparaître. Donc le témoin doit rester en dehors de la salle d'audience jusqu'à ce que l'audience soit prête à commencer. Au moins 4 jours seront consacrés à l'audition de ce 5e témoin. L'objectif du bureau de la procureure Bensouda reste le même, démontrer le plan commun organisé par l'ancien président Laurent Gbagbo avec la complicité de son ex-bras droit Charles Blé Goudé pour se maintenir au pouvoir. Côté défense, les avocats de Laurent Gbagbo ont dénoncé une vision partiale de la crise, accusant le président Alassane Ouattara d'avoir pris le pouvoir par la force avec l'appui de la France. Samuel, le témoin surnommé Sam l'Africain que l'on vient de voir lors du reportage, n'aurait pas fait les mêmes déclarations à la barre ce jour. Et en 2011, quand il a été entendu par le bureau du procureur, ce dernier s'attendait donc à ce qu'il incrimine les accusés. Ça n'a pas été le cas, il les aurait plutôt disculpés. Est-ce qu'on peut parler d'un gros coup dur pour l'accusation ? Oui, c'est un gros coup dur pour l'accusation, mais en même temps, tout dépendra de l'interprétation qui va être faite par la juridiction compétente. Je pense qu'il est important que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de construire des vérités ou des contre-vérités pour juste faire enliser la situation. Les gens sont morts, ils ont besoin que la justice soit faite et que les coupables soient reconnus coupables. Donc le fait qu'ils puissent intervenir à visage découvert montre aussi, je pense que ce facteur pourra être pris en compte. Je n'en suis pas juge du tout, mais je pense que cela pourra être pris en compte dans la mesure où il y a la sécurité du témoin qui peut être mise en question. Et donc révéler un certain nombre d'éléments ne serait plus, je pense que ce sera un témoignage qui sera pris avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de prudence, compte tenu de l'environnement dans lequel l'on se trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un témoignage qui va d'ailleurs durer jusqu'à 4 jours, il me semble. Jean-Marie, Samuel parlait de faire la lumière, de vérité, c'est d'ailleurs ce qui était en train de dire le témoin. Est-ce que ce procès va permettre justement de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale ? Je ne peux pas augurer, si vous voulez, de l'issue terminale de ce procès, mais toujours est-il qu'on peut rester circonspect. Tout simplement, pourquoi ? Parce que vous venez de souligner un fait très très important, Amira, qui est le suivant, c'est que le témoin qui témoigne aujourd'hui à visage découvert a été interrogé en 2011. En 2011, apparemment, les versions de 2011 et les versions que nous venons d'entendre ne sont pas tout à fait concordantes en tant que telles. Quand on sait que dans le domaine juridique, on a besoin de la preuve et des preuves qui soient solides. Bon, mais quel est le poids qu'on peut donner, si vous voulez, à un témoignage qui commence déjà à différer, c'est-à-dire dans le temps. Je veux bien que la mémoire dans le temps, bon, les faits s'étiolent quelque part. Mais si on a une opposition forte entre ce qui a été exposé en 2011 et ce qui a été exposé en 2016 aujourd'hui. Parce que là, il exposerait le contraire. Ben oui, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que nous aurons vraiment la quintessence de la vérité sur ce procès-là, à savoir que les procédures juridiques vont jouer à fond. Bon, les procédures juridiques peuvent jouer, mais sur quel fait ? La véracité de ces faits-là a-t-elle été vérifiée, si vous voulez, en amont et en aval? Donc, moi, je reste assez circonspect, si vous voulez, par rapport à la position de ce témoin-là. Les autres témoins, je n'ai pas la quintessence de ce que les autres témoins ont sorti, mais on peut rester dubitatif là-dessus et se demander, est-ce qu'on aura vraiment la vérité dans ce procès-là? Samuel, très rapidement, est-ce que ce procès est la condition sine qua non à la réconciliation nationale pour la Côte d'Ivoire ? Je
pense que c'est un élément non négligeable, mais qui ne devrait pas structurer principalement le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je pense que les gens ont besoin de savoir exactement ce qui s'est passé, mais il faudrait peut-être que l'on compte davantage sur la responsabilité, la hauteur de vue des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui doivent impérativement tourner la page, même si certains ont besoin d'avoir accès à la justice. Il faudrait peut-être que tout se joue au niveau national et que le gouvernement actuel arrête peut-être d'utiliser des moyens qui ne contribueront pas à faciliter ce processus de réconciliation. Parce que quand on voit l'actualité courante en Côte d'Ivoire et des initiatives qui sont prises ici et là, compte tenu des rapports diplomatiques ou stratégiques que la Côte d'Ivoire peut avoir avec le Burkina Faso, je trouve que c'est extrêmement délicat de continuer à faire un certain nombre, de prendre certaines décisions qui pourront terriblement fragiliser la Côte d'Ivoire, alors que les gens sont déjà inscrits dans un processus de pardon, de réconciliation. Il est important que les gouvernants actuels soient très prudents sur les décisions qu'ils doivent prendre au cours des prochaines années. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.